On de la raconte sur Europe 1. C'est l'heure du Journal du Monde et j'ai voulu ce rendez-vous très exactement pour ce qui va se passer maintenant. Aujourd'hui, il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a la nomination de l'appareil politique de Laurent Wauquiez. Il y a 1000 raisons de ne pas parler de ce dont nous allons parler précisément maintenant. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Christophe. La Turquie d'Erdogan a décidé de faire le ménage dans les bibliothèques. Absolument. Vous savez, ce très grand ménage vise à écarter toute velléité d'opposition. Je vous rappelle un petit peu le contexte de ces derniers mois pour qu'on comprenne bien. L'ennemi juré, c'est le prédicateur Fethullah Gülen, théologien retiré de 76 ans qui est exilé aux États-Unis. Il a des millions d'adeptes dans le monde, des réseaux, une influence intellectuelle certaine. Donc, tous ceux qui gênaient Erdogan depuis 1 an et demi, depuis ce fameux coup d'État de juillet 2016, ceux qui n'étaient pas ouvertement avec lui ont été taxés de gulenistes, de terroristes, avec une gigantesque chasse aux sorcières qui a touché les milieux de l'enseignement, de la justice, de la police, de la culture des médias. On parle quand même de près de 50 000 personnes incarcérées et plus de 100 000 limogés ou suspendus. Et on n'en fait pas le compte tous les jours. Les dernières victimes de cette purge sont donc les livres. Les livres et plus de 1000 bibliothèques, les bibliothèques municipales en quelque sorte publiques en tout cas de la Turquie. Une question a été posée au Parlement qui a permis de mesurer l'ampleur de la censure qui a été mise en œuvre. Le ministre de la Culture a révélé que 140 000 livres avaient été retirés d'urgence des bibliothèques. Alors lesquels et sur quels critères? Alors d'abord évidemment tous ceux qui évoquent Gülen ou son mouvement, qui sont accusés de faire de la propagande, tous ceux également publiés par la trentaine de maisons d'édition qui ont été contraintes de fermer par décret gouvernemental. À travers leurs écrits, ce sont évidemment les penseurs, les intellectuels turcs qui sont directement visés. Et puis, plus surprenant, vous le disiez tout à l'heure, il y a des livres comme ceux du philosophe Louis Althusser qui ont été retenus comme des preuves d'action criminelle. Et dans les auteurs bannis, on trouve aussi Spinoza ou Camus, accusés d'avoir été membres d'organisations terroristes. Tout ça est évidemment en contradiction avec la constitution turque et décidé au nom de l'état d'urgence en vigueur depuis l'été 2016. Le théâtre aussi a été visé, cette fois au nom de la préservation de la littérature et du théâtre turc. Les compagnies nationales officielles ont fait disparaître de l'affiche tous les auteurs étrangers. Shakespeare, Brecht, Tchekhov sont en fait censurés en Turquie. La culture, surtout quand elle vient d'Europe occidentale, gêne le président Erdogan dans son projet de toute puissance. On ne s'intéresse pas assez à ce qui se passe au jour le jour en Turquie depuis cette tentative de coup d'État. Merci à vous. Deuxième histoire qui va nous amener en Allemagne. Et donc quand on va en Allemagne, c'est pour parler à Hélène Kohl. Bonsoir à vous Hélène. Bonsoir. Chez vous Hélène, les pilotes de ligne refusent de faire décoller leurs avions. Ça n'a rien à voir avec une grève. Non, ils évoquent la sécurité à bord. Ils refusent de partir si certains passagers ne sont pas descendus illico de l'appareil. Cela s'est passé 222 fois déjà cette année. Des vols où en fait au moins l'un des passagers était une personne en train d'être expulsée d'Allemagne. On parle là de demandeurs d'asile déboutés et renvoyés dans leur pays d'origine. Les pilotes expliquent qu'il y a déjà eu des cas où ces personnes faisaient des scandales pendant le vol, des vraies crises de colère ou d'angoisse, ce qui compromet la sécurité de tous. À 12 000 pieds, le capitaine est le seul gardien de l'ordre à bord et donc il a le droit de refuser d'embarquer ces déboutés du droit d'asile. Et donc à 222 reprises cette année, des pilotes chez Lufthansa ou Eurowings ont fait valoir ce droit. Finalement, les avions ont bien décollé, mais sans les passagers concernés. Est-ce que c'est du militantisme? Est-ce qu'au fond, c'est une manière pour les pilotes de s'opposer à ces expulsions? Alors sans le dire, oui, évidemment, les compagnies reçoivent toujours par avance la liste des passagers et les équipages ont systématiquement un petit entretien avec les étrangers qui vont être expulsés avec leur vol pour juger de la situation au cas par cas, explique Lufthansa. On leur pose en fait une seule question. Voulez-vous monter à bord de cet avion avec nous? Et il suffit que la personne dise non pour que le capitaine décide qu'elle reste sur le sol allemand. Il faut noter toutefois que ce sont des actes de résistance qui restent assez isolés quand même. Alors quelles sont les motivations des pilotes dans ces cas-là? Alors vous savez, l'Allemagne a repris cet automne les expulsions vers l'Afghanistan, désormais officiellement classées dans la liste des pays sûrs par le gouvernement. Un postulat qui est loin de plaire à tout le monde. Ici, la société allemande, elle est vraiment partagée, avec une courte majorité en faveur de ces expulsions, sachant que pour les 6 premiers mois de cette année, l'Allemagne seule a enregistré plus de demandes d'asile que tous les autres pays de l'Union européenne. Merci Hélène Kohl, en direct de Berlin. En bref, Sophie, lundi soir, à
eu lieu une très grande soirée dans un hôtel de Tokyo, au Japon. Soirée particulière. Hein. Oui, l'hôte est un vieil homme d'affaires japonais. Il s'appelle Satoru Hanzaki, 80 ans. Il a appris récemment qu'il était atteint d'un cancer en phase terminale et il a donc décidé d'organiser une gigantesque soirée pour célébrer la fin de sa vie et s'offrir l'occasion de remercier les gens qui avaient jalonné sa vie. Donc il y avait environ 1000 invités lundi soir. La famille, les amis, les vieux copains d'études, ses employés, des partenaires de business. Tout ce monde l'a rassemblé pour pouvoir leur dire au revoir, pour faire en sorte que ce soit pas trop mélancolique. Il avait fait venir, paraît-il, un groupe de danseurs. Il a essayé de saluer un maximum de ses invités. C'était le concept de la soirée d'adieu. Et puis ce matin en Australie, un homme convaincu de pédophilie n'a pas pu quitter le pays. Non, il a été bloqué à l'aéroport de Sydney en vertu d'une loi qui rentre en vigueur aujourd'hui même, une loi très originale puisqu'elle empêche les personnes reconnues coupables de crimes sexuels contre des enfants, il y en a quand même 20 000 en Australie, elle les empêche de voyager sans autorisation préalable des autorités. Le but, c'est d'éviter qu'ils aillent faire du tourisme sexuel en Asie du Sud-Est, vous savez, en Thaïlande, en Malaisie ou à Bali, où les enfants sont souvent victimes de prédateurs sexuels. Donc cette loi entre en vigueur un an pile après la condamnation en Indonésie, justement, d'un Australien à 15 ans de prison. Merci à vous, Sophie Larmoyer. Europe 1.